Au Sénégal, après l'annonce du report des élections du 25 février en décembre prochain, des manifestations se tiennent dans les rues de Dakar. Les opposants ne se reconnaissent pas dans ce report. Quelques-uns se sont réunis en collectif. Situation tendue à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces gouvernementales affrontent la rébellion du M23. Le ministre Jean-Pierre Bemba s'est rendu à Goma pour soutenir l'armée. C'est tout pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prévu le 25 février, l'élection présidentielle sénégalaise est reportée pour le 15 décembre 2024. Manifestations dans les rues, contestation des partis politiques de l'opposition se multiplient. C'est dans ce sens que 11 candidats se sont réunis dans un collectif et ont organisé une conférence de presse. La quintessence avec Aimé Dolinassou. 11 candidats à la présidentielle sénégalaise, initialement prévue le 25 février, où les représentants constitués en collectif sur les 20 retenus en janvier par le Conseil constitutionnel font face à la presse à Dakar. Le front que nous avons mis sur place, le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fonds qui existent pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, dit Déthié Fall, membre du nouveau collectif de l'opposition. Les intervenants ont tour à tour appelé les syndicats, les chefs religieux, coutumiers à s'associer à leur démarche. Ils ont affirmé maintenir le 25 février comme jour du scrutin et poursuivre leur campagne électorale dont le démarrage était prévu aujourd'hui pour 21 jours. Le collectif a aussi demandé aux organisateurs régionaux et internationaux de ne plus reconnaître le président Macky Sall comme représentant du Sénégal au-delà du 2 avril, date officielle de la fin de son mandat, avant que l'Assemblée nationale ne le prolonge jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, arrive à Goma pour apporter son soutien aux forces armées et à la population victime des combats. La situation reste tendue dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Des milliers d'habitants paniqués de Saké, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, se sont enfuis mercredi pour échapper au bombardement et se sont ajoutés aux centaines de milliers de déplacés déjà agglutinés dans les faubourgs du chef-lieu du Nord, Kivu. L'ancien président chilien Sébastien Pinera est mort ce mardi 6 février dans un accident d'hélicoptère à Lago Ronco, au sud de la capitale Santiago. Un hommage lui est rendu par le peuple chilien et plusieurs de ses partisans au sein de l'ancien Congrès national de Santiago. Aimé Dolinassou. Des Chiliens entourent le cercueil de l'ex-président Sébastien Pinera pour lui rendre hommage à l'intérieur de l'ancien Congrès national à Santiago. L'ancien président est milliardaire, le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet a péri mardi dans un accident d'hélicoptère à Lago Ronco, un lieu de villégiature à 920 km au sud de la capitale Santiago. C'est avec profond regret que nous annonçons le décès de l'ancien président de la République du Chili, Sébastien Pinera Echenique. À l'âge de 74 ans, a annoncé son bureau dans un communiqué. Le président de gauche Gabriel Boric a décrété 3 jours de deuil national et a ordonné des funérailles d'État pour son prédécesseur. L'hélicoptère dans lequel l'ex-président voyageait avec 3 autres personnes a chuté peu après son décollage vers 15 heures, l'heure locale dans un lac aux eaux profondes et turbulentes, selon les services de secours. 3 des occupants ont réussi à s'extraire de l'appareil et à regagner la rive, mais Pinera, qui selon ses proches, avait l'habitude de piloter lui-même son hélicoptère, a péri. Le corps de l'ancien chef de l'État a été transporté dans une caserne des carabiniers de Lago Ronco, où plusieurs admirateurs sont venus déposer des messages à condoléances. À Santiago, des dizaines de personnes se sont spontanément rassemblées devant le domicile du défunt et près du siège de son parti, Rénovation nationale,
pour y déposer des fleurs et des chandelles. 40 jeunes migrants tunisiens, en voulant rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, ont disparu dans la mer. Leurs familles, sans nouvelles de ces disparus, ont manifesté pour demander de comptes aux autorités tunisiennes. Commentaire de Judith Kamtar. Aucune nouvelle depuis près d'un mois. Les familles de 40 jeunes migrants tunisiens, disparus en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe, ont manifesté mardi à Tunis pour demander des comptes aux autorités. Le sujet a été oublié et jusqu'à aujourd'hui, les familles n'ont aucune information, s'exclame Fatma, la sœur des migrants disparus en mer. Des mères de famille ont accusé le passeur, que certains disent connaître. C'est un grand criminel. Il lave le cerveau des jeunes qui veulent partir à cause des conditions du pays, ajoute Fatma. Où sont nos enfants? Qui doit-on tenir pour responsable? Demande cette femme qui est sans nouvelles de son frère. L'aggravation de la conjoncture économique avec une croissance estimée à 1,2% pour 2023, la moitié de 2022, et un chômage des jeunes à 38% sont des facteurs décisifs de cette immigration massive. En 2023, les Tunisiens ont représenté la deuxième nationalité des migrants illégaux arrivés en Italie avec 17 304, juste derrière les Guinéens 18 204, selon le ministère de l'Intérieur italien. Au Ghana, le roi Assanté reçoit 7 objets royaux restitués par le musée Fowler de l'Université de Californie. Ces objets pillés durant la période coloniale retournent à la maison lors d'une grande cérémonie organisée à cette occasion. Suivez le commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Le musée Fowler de l'Université de Californie restitue définitivement 7 objets royaux au roi Assante de Ghana, Otumfuo Osei Tutu II, à l'occasion des célébrations de son jubilé d'argent. Cette restitution intervient alors que la pression internationale s'accentue pour que les musées et institutions européens et américains rendent aux États africains les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. L'événement qui s'est tenu en amont du 150e anniversaire de la guerre anglo-assante de 1874 a rassemblé un large éventail de participants, des chefs traditionnels aux politiciens, en passant par le clergé et les diplomates, tous parés de vêtements rouges et noirs, symbolisant l'état de deuil. Les objets restitués font partie de la collection du musée Fowler depuis 1965 et seront exposés au palais de Manhia. Contrairement à d'autres institutions, le musée n'a imposé aucune condition sur les objets restitués, laissant à la discrétion de leurs récipiendaires le soin de décider de leur utilisation future, qu'il s'agisse d'expositions dans des musées, des trésors de palais ou des célébrations publiques. Le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, est désormais le président de ce pays. Il a prêté serment après le décès du président de la République, Hadj Jacob, ce dimanche 4 février, conformément aux dispositions constitutionnelles. Aimé Dolinassou. Le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, a prêté serment en tant que président à la suite du décès du précédent président, Hadj Jacob. J'invite tous les Namibiens à rester unis, a déclaré Nangolo Mbumba. Jacob, vétéran de la lutte de libération du pays, est décédé à l'âge de 82 ans d'un cancer. Jacob a joué un rôle central dans ce qui est devenu l'une des démocraties les plus stables d'Afrique après être revenu d'un long exil au Botswana et aux États-Unis en tant que militant anti-apartheid. Il était le 3e président du pays depuis que celui-ci a obtenu son indépendance en 1990 après plus d'un siècle de domination allemande. Son adjoint, le vice-président Nangolo Mbumba, a prêté serment en tant que président par intérim dans la capitale pour terminer le mandat comme le permet la Constitution. Des élections sont prévues en novembre. Selon un communiqué du gouvernement, Mbumba dirigera la Namibie jusqu'au 21 mars de l'année prochaine, date à laquelle le vainqueur prendra ses fonctions. L'opposition namibienne a critiqué Jacob l'année dernière pour avoir soutenu des élections
contestée au Zimbabwe. 100 prisonniers de guerre ukrainiens retournent à la maison, même nombre du côté russe, qui regagnent aussi leur famille. C'est un échange qui a eu lieu ce jeudi entre l'Ukraine et la Russie en guerre depuis le 24 février 2022. C'est le 51e échange de prisonniers depuis le début de la guerre selon l'Ukraine. Judith Kamtar. La Russie et l'Ukraine ont annoncé jeudi avoir échangé 100 prisonniers de guerre de chaque camp, plus d'une semaine après une opération de ce type concernant plusieurs centaines de soldats. Il s'agit du 51e échange de ce type, selon le centre ukrainien chargé de la question des prisonniers de guerre. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, 3315 captifs ukrainiens ont pu revenir dans leur pays, selon Kiev. Fin janvier, Moscou avait accusé l'Ukraine d'avoir abattu un avion militaire russe transportant des soldats ukrainiens en passe d'être échangés. L'Ukraine, qui n'a pas officiellement reconnu son implication, a émis des doutes sur la présence de prisonniers de guerre à bord et demandé une enquête internationale. Les soldats libérés seront soignés et réhabilités dans des établissements médicaux à Moscou, bénéficiant d'une assistance médicale et psychologique. Ce nouvel échange intervient après celui du 31 janvier, qui avait vu la libération de 195 soldats russes et 207 militaires ukrainiens. Le sable, un bien rare et précieux en République centrafricaine. Ils sont nombreux, ces jeunes appelés pêcheurs de sable qui risquent leur vie et leur santé dans les profondeurs de l'Ubangi à la recherche de cette denrée. Habiba Hangini Mahamat. Sur la rivière Ubangi, au large d'Ubangi, Odilon Salima prend une grande inspiration avant de descendre en apnée dans les profondeurs de l'eau à la recherche d'un bien précieux en Centrafrique, du sable. Comme lui, de nombreux pêcheurs de sable risquent leur vie et leur santé dans ce pays parmi les plus pauvres du monde pour ces matériaux indispensables dans la construction. Le pêcheur de sable n'ignore pas les risques, mais dans un pays où 71% de la population vit sous le seuil de la pauvreté avec au moins de 2 € par jour. Selon la Banque mondiale, ils sont attirés par la promesse de rémunération plus élevée que la moyenne. La plupart étaient au chômage avant d'accepter les risques. Le sable, comme partout ailleurs dans le monde, est un matériau indispensable dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Mélangé au ciment, il sert notamment à confectionner par pain et béton. Bangui et son million d'habitants ne cessent de s'étendre et les chantiers se multiplient. La demande est forte. La Centrafrique n'importe pas de sable et le plus dans l'Ubangi et ses affluents dans les autres villes comme à Bangui ou dans des carrières. Ce pays d'Afrique centrale a été ensanglanté par une énième guerre civile qui a débuté en 2013. Elle a baissé d'intensité depuis 2018 pour se transformer en guérilla dans les campagnes et la capitale Est, pour l'heure relativement paisible. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.